Bonjour, aujourd'hui un monstre à la tête de l'Empire romain, Caligula. Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Caligula. « 2000 ans d'histoire. Le 24 janvier 41, à Rome, le troisième empereur depuis Auguste quittait le théâtre où depuis plusieurs jours il assistait aux Jeux palatins. Sous prétexte de le protéger, un centurion de sa garde prétorienne avait éloigné la foule et s'était approché de Caligula pour lui demander le mot d'ordre du jour. Quand l'empereur lui répondit Jupiter, plusieurs soldats se ruèrent sur lui et le transpercèrent d'une trentaine de coups d'épée et de lance. C'était la fin d'un des règnes les plus extravagants de l'histoire. Celui d'un homme qui, en 4 ans à peine, a laissé le souvenir d'un tyran brutal, cynique, cruel, débauché et déséquilibré. Mais rien ne le laissait prévoir lorsque le 18 mars 37, la mort de son prédécesseur plaçait Caligula à la tête de l'empire le plus grand et le plus puissant du monde. Repose Tibère César. Ave Caligula César. Désormais tu es César. César. César, empereur de Rome et maître du monde. Maître du monde. J'aime ce rêve. Pierre Renucci, bonjour. Bonjour. C'était il y a presque 2000 ans l'avènement d'un des empereurs les plus tristement célèbres de l'histoire romaine, alors qu'il n'a régné que 4 ans, moins de 4 ans même. Vous le rappelez dans un livre intitulé « Caligula l'impudent ». Alors impudent, le mot est peut-être un peu faible au regard de tous les crimes qui ont été reprochés à Caligula, Pierre Renucci. Au regard de ce que nous racontent les historiens de l'Antiquité, oui, effectivement, on nous parle d'un monstre. Suétone nous parle d'un monstre, d'un fou furieux qui relève souvent de la psychiatrie lourde. Alors effectivement, impudent, ça peut paraître un peu léger. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être un petit peu d'exagération de la part des historiens anciens. J'ai choisi le terme d'impudent parce que, comme on le verra, Caligula a voulu opérer certaines réformes, en particulier sur la nature du principat, sur la nature de l'empereur. Et il a voulu opérer ces réformes avec une audace excessive, irrévérencieuse, envers ce qu'on appellerait aujourd'hui l'établissement, envers la classe politique. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de parler d'impudence. Je crois que c'est le terme qui lui convient le mieux. Alors, il arrive à 25 ans à peine à la tête d'un empire dont on oublie parfois comment se transmet le pouvoir. Ce n'est pas de père en fils, on n'est pas empereur de père en fils. Tibère n'était pas le père de Caligula. C'est une monarchie sans roi et sans dynastie, dites-vous, Pierre Renucci. Oui, il fait partie de la première dynastie des empereurs romains, celle qu'on appelle la dynastie des Julio-Claudiens. Alors dans Julio-Claudien, il y a Jules et il y a Claude. Jules pour les Iulii, Jules César, et Claude pour les Claudii, les Claudes. Auguste, le premier empereur, était le petit-fils adoptif de Jules César, il s'appelait donc Iulii, et il s'est marié avec une certaine Livie, qui était une Claudia d'origine. Et ce sont leurs 200 qui ont donné cette dynastie, mais sans qu'il y ait de règles précises de succession au pouvoir, parce que officiellement l'Empire n'existait pas officiellement, c'est toujours l'ancienne République aristocratique qui existait. Il n'y avait pas de monarchie, il n'y avait pas d'empire, il y avait toujours la République sous une autre forme. Alors on désigne en fait, c'est l'empereur régnant qui désigne en fait son successeur qui n'est pas nécessairement et qui est même rarement son fils. Alors en revanche, Caligula a été au début de son règne et même avant de régner très populaire à cause de son père, extrêmement populaire, d'un général romain qui s'appelait Germanicus. C'est cela. Avant de mourir, Auguste avait prévu sa succession. Et comme il n'avait pas de jeunes gens suffisamment aptes au pouvoir à qui transmettre directement le pouvoir, il l'a confié au fils de sa femme, à Livie, qui s'appelait donc Tibère.
Mais il a demandé à Tibère d'adopter un certain Germanicus, de façon à ce que ce soit Germanicus par la suite qui puisse succéder à Tibère. Germanicus étant lui-même un descendant de Jules César par les femmes. Et qui se rend célèbre notamment dans les combats qu'il mène en Germanie, d'où son nom Germanicus. Et d'ailleurs, il avait amené son jeune fils, Caligula, en Germanie, justement. C'est là que Caligula a obtenu le surnom qui est resté le sien, de Caligula, qui veut dire quoi, Pierre Renucci? Alors, ça veut dire petit godillot. C'était la bottine des légionnaires romains. Il se trouve en effet que sa mère, Agrippine, avait un sens de la communication assez poussé. Et pour faire bien voir son mari, qui était déjà général de l'armée du Rhin, et pour bien voir sa famille, elle s'est servie du petit Caius, il s'appelait Caius, comme de la marotte, si je puis dire, des légions. Et les légionnaires se sont amusés à lui fabriquer des habits de soldats. Et en particulier des petites bottines comme ça, il était un petit peu ridicule là-dedans. Et c'est ça qui lui a donné le surnom de Caligula, petite bottine, petit godillot. Surnom qu'il détestait. Alors son père meurt quand il avait 7 ans, puis il y aura toute sa famille une bonne partie de sa famille qui va disparaître dans des circonstances obscures. Sa mère, Agrippine, ses 2 frères aînés, qui sont persécutés, toute sa famille étant persécutée par Tibère, qui était un empereur extrêmement impopulaire, mais cela dit, qui fait quand même de Caligula son successeur, ou plutôt un de ses successeurs, parce que Tibère laisse le choix entre deux hommes, Caligula, enfin 2 jeunes hommes, Caligula et puis son cousin germain, Gemellus, mais c'est finalement Caligula qui, désigné par le Sénat, devient en mars 37 le 3e empereur romain après Auguste et le très impopulaire Tibère. Devant l'insistance du Sénat et du peuple de Rome, j'accepte en toute humilité les plus hautes fonctions de notre grande République. Lorsque notre bien-aimé Tibère était à l'avenir... Que l'on jette au Tibre le corps de Tibère! Aujourd'hui commence pour vous une ère nouvelle. J'accorde à tous les prisonniers de Rome une amnistie. Alors quand Caligula devient empereur, Pierre Renucci, rien n'indique que c'est une tyrannie qui commence. Au contraire, il est extrêmement populaire, et pas seulement grâce à son père ou à la popularité de son père, Pierre Renucci. Oui, il est très populaire pour plusieurs raisons. Son père, effectivement, était lui-même très aimé, et c'est à lui, normalement, qu'aurait dû échoir le pouvoir. D'autre part, la classe politique avait plus qu'assez du règne de Tibère, qui s'était fini dans une orgie de meurtre, dans la classe politique en tout cas. Non pas du tout à cause de Tibère d'ailleurs, mais à cause de la classe politique elle-même qui s'entretripait, si je puis dire, avec une certaine allégresse. Mais enfin, Tibère était pas drôle du tout. Il ne savait pas se faire aimer, il n'a jamais su. On en avait assez. Et il vivait loin de Rome, d'ailleurs, à Capri, à la fin de son règne. Voilà. Et puis les Romains adoraient la jeunesse. Ils adoraient la jeunesse, et donc un vieil empereur, ça suffisait. Et là, ce jeune homme, beau comme un poupon, il a 25 disait-il, ans, 25 ans, 27 ans, je ne sais plus, à cette époque où il règne. Ça plaisait beaucoup plus. Et puis il fait des cadeaux, on l'a vu. D'abord, il amnistie tout le monde, y compris ceux qui auraient persécuté sa mère et ses 2 frères. Il brûle même les pièces du procès de sa mère. Il n'élimine pas ses rivaux potentiels. Gemellus, qui avait été désigné par Tibère en même temps que lui, finalement, il le désigne lui-même, Caligula, comme son successeur possible, au cas où il mourrait. Son oncle, Claude, qui est également sur la liste des empereurs possibles, est associé au pouvoir, et puis alors il distribue de l'argent aux soldats, il gaspille en quelque sorte le trésor qu'avait accumulé Tibère et organise des fêtes somptueuses. Donc c'est vraiment plutôt un état de grâce qui commence au début, en quelques mois. Oui, les 6 ou 7 premiers mois de son règne, c'est-à-dire jusqu'à sa maladie, sont considérés comme excellents, très positifs par les historiens anciens. Il avait besoin, Caligula, de l'appui de la classe politique, parce qu'il n'était pas évident que c'est lui qui devait régner. Ce n'était pas évident. Il y avait en particulier son cousin, Gemellus,
qui pouvait très bien être à sa place empereur. Donc il avait besoin d'assurer son pouvoir, et après la période très difficile du fin de règne de Tibère, où la classe politique a été pas mal étrillée, il avait surtout besoin de son appui pour assurer son pouvoir. Donc il a fait patte de velours, et en particulier il a été très gentil avec son cousin germain Gemellus en l'adoptant, ce qui signifiait finalement que c'était lui qui devait lui succéder officieusement, parce qu'encore une fois il n'y avait pas de règle de dévolution du pouvoir. Mais c'était un pressenti. Il était pressenti comme devant lui succéder. Et cela mettait tout le monde d'accord, ou du moins une grande partie de la classe politique. Alors ça a duré peu de temps, cet état de grâce a duré 7 mois, après quoi Caligula s'est littéralement, si l'on en croit les historiens, transformé en tyran, en paranoïaque cruel, et qui allait se débarrasser de tous ses rivaux, réels ou potentiels. Ah, Proculus. Savez-vous que sa femme attend son premier enfant? On ne sait pas trop qui en est le père. Lui ou Dieu? Divin César, pitié. Qu'ai-je fait? Pourquoi suis-je ici? Trahison. Je t'ai toujours été fidèle et loyal. Mais c'est justement là qu'est ta trahison. Aussi vas-tu mourir, comme Gemellus. Comme tous ceux qui ont failli à Rome. Achevez-le lentement. Je veux qu'il sente venir sa mort. Je veux qu'il sente l'odeur de la mort. Je veux qu'il sente venir sa mort. C'est à peu près dans ces termes que Suétone décrivait la façon dont Caligula tuait ses victimes. Non seulement il a été violent, il était même sadique, dites-vous, Pierre Renucci, en exécutant, en faisant exécuter ses rivaux. Pourquoi brusquement cette espèce de métamorphose de Caligula, du jeune Caligula, en tyran? On dit beaucoup que c'est à partir d'octobre 37, quelques mois après son avènement, qu'il est tombé malade et que ce serait à l'origine de ce changement. Alors sa maladie apparemment n'est pas douteuse, puisqu'elle est attestée par tous les écrivains anciens. De quelle maladie s'agit-il? Ça, on ne saura jamais. Il a failli en mourir, et il en est pourtant sorti indemne. En tout cas pas tout à fait pour son esprit, si l'on en croit toujours les historiens de l'Antiquité, puisque à ce moment-là, on parle d'un monstre, on dit Suétone. On parlait jusqu'ici d'un prince, il est malade, et dorénavant, c'est un monstre dont on parle. Alors tout y passe, hein, je dirais de la facétie de sale gamin à l'acte qui relève vraiment de l'asile psychiatrique, en passant par toute une série d'actes inconséquents, illogiques. Il y a de tout, y compris effectivement parfois des actes cruels, mais dont on n'est pas absolument certain qu'ils soient attesté vraiment. Il y a une grande part d'exagération probablement dans ce que nous racontent les historiens. Mais par exemple, il fait tuer justement Gemellus alors qu'il l'avait adopté, donc fait de lui son successeur. Est-ce qu'il craignait justement au fond des complots peut-être dès cette époque-là? Bien sûr, il ne pouvait pas laisser vivre Gemellus. Le problème, encore une fois, du Principat, c'est-à-dire du régime politique de l'Empire romain, c'est qu'il n'y a pas de règle de dévolution du pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, comme il y avait en France, à partir de ce moment, la règle de la primogéniture mâle, par exemple, qui mettait tout le monde d'accord. Il n'y en avait pas. Donc, il pouvait y avoir, à certains moments, pluralité de successeurs. Et pluralité de successeurs, ça nécessite forcément des épurations. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et tous les empereurs romains, pratiquement, ont procédé de la même manière. Hein. C'était dangereux d'être le frère ou le rival potentiel d'un empereur. Auguste, qui est loin d'être sali par les historiens anciens, a quand même fait exécuter, ou en tout cas emprisonner son petit-fils, sa fille, sans qu'on l'ait pour autant traité de monstre. C'était malheureusement une nécessité politique, si on peut dire. Alors, empereur cruel, mais aussi beaucoup d'autres reproches. Il dépensait des fortunes dans des banquets. Il a vraiment dilapidé un peu le trésor de Tibère. On dit par exemple que dans les banquets, eh bien, il buvait des perles dissoutes dans du vinaigre. Il y avait des caprices comme ça assez étonnants. Oui, il avait des caprices, il prenait des bains d'or, enfin on raconte beaucoup de choses, ce qui est possible d'ailleurs, parce qu'on le verra tout à l'heure, il voulait faire évoluer le Principat vers une monarchie de type hellénistique, hein, c'est-à-dire une monarchie beaucoup plus flamboyante. Alors effectivement, il avait besoin de tout un apparat assez coûteux. Toutefois, je ne suis pas certain qu'il ait véritablement dilapidé le trésor accumulé par Tibère, parce que
sitôt après sa mort, Claude a pu s'offrir la conquête de la Bretagne, ce qui a quand même coûté très cher, apparemment sans impôts nouveaux. Donc ça semblerait vouloir dire qu'il n'a pas vraiment dilapidé le trésor comme on le raconte. Il y a probablement là encore une part d'exagération. On parle de galères grandes comme des paquebots d'aujourd'hui, sur lesquels il faisait pousser des vignes, dans lesquels il installait des termes. Enfin, c'était quand même assez ahurissant. Alors du coup, en tout cas, il doit imposer les Romains. C'est peut-être le début de son impopularité, mais il doit bien compenser, bien entendu, ses dépenses par des impôts nouveaux et qui lui ont été beaucoup reprochés, Pierre Renucci. Alors oui, il a probablement, il a sûrement même créé de nouveaux impôts, mais qui ont ceci de particulier qu'ils n'ont pas été supprimés par la suite. Si vraiment ils étaient si abominables que ça et si forts que ça, si lourds que cela, Claude aurait pu, à son avènement, pour se faire bien voir, les supprimer. Parce que lui-même, au début, Caligula en avait supprimé certains impôts. L'impôt du 10e sur la succession, par exemple, avait été supprimé par lui. Donc là encore, il faut être prudent. Oui, il a probablement imposé, il a créé une taxation sur la consommation qui n'est jamais populaire, parce que la taxation sur la consommation frappe tout le monde. Hein, c'est un peu comme la TVA maintenant, si vous voulez, ça frappe tout le monde, les riches et les pauvres. Donc c'était mal vu, surtout à Rome, parce que le Romain, je parle vraiment le citoyen romain de Rome, ne payait pas normalement d'impôts. Il n'en payait pas. Donc c'était les provinces qui en payaient pour lui, qu'il nourrissait. Donc c'était mal vu. Mais ne croyons pas toutefois que cela ait été absolument écrasant, et je ne le crois pas. Il avait quand même une manière assez spéciale aussi d'établir de nouveaux impôts. Sachez que j'existe depuis le matin du monde et que je ne m'éteindrai qu'à la chute de la dernière étoile. Bien que j'ai revêtu la forme de Gaius Caligula, je suis tous les hommes sans en être aucun. Aussi bien suis-je de ce fait un dieu. Longinus, magicien de mes finances. Qui sont les hommes les plus riches de Rome? Les macros. Qui sont les putains les plus lascives de Rome? Les femmes des sénateurs. Donc, nous tenons un bordel impérial et voici équilibré le budget de l'État. Pour 5 petites pièces d'or, bienvenue au bordel impérial. Choisissez parmi les plus belles chairs de l'Empire. Il fait des prostituées de nos femmes et de nos filles. Il humilie le Sénat et se concilie l'armée. C'est pour cela que le peuple l'aime. Est-ce que ce fameux bordel impérial dont parlent quelques historiens, qui sont postérieurs d'ailleurs au règne de Caligula, a vraiment existé, Pierre Renucci? Oh, c'est possible. Il est très possible que le besoin d'argent aidant, il ait créé une sorte de lupanar près du palais avec des prostituées de luxe. Et pas des femmes de sénateurs quand même. Ouais, pourquoi pas? C'était, vous savez... Vous avez retrouvé ça tout à fait naturel. Oui, parce que, vous savez, contrairement à ce qu'on croit, la femme romaine était, surtout à cette époque, était très libérée. Et il n'était pas rare que des femmes romaines de haut rang se prostituent. Ça se faisait. Même des impératrices, il y en a eu. Même des impératrices. Oui. Donc, c'est pas forcément en soi choquant pour l'époque, j'entends. Alors quand même, de toutes les turpitudes dont on a accusé Caligula, ce sont quand même ces extravagances sexuelles qui ont le plus marqué. On dit que dans ce domaine, vraiment, il bousculait tous les tabous. D'abord, il a par exemple couché avec ses 3 sœurs. Hein. C'était l'inceste. Oui, alors... faut faire là aussi un petit peu le tri dans le farrago que nous donnent les historiens anciens. Ce sont peut-être d'abord les cinéastes qui ont peut-être un petit peu trop... Donc ça, c'est bien après, alors. Bien après, voilà, qui ont peut-être un petit peu trop enfoncé ce clou. Celui qu'on vient d'entendre. Voilà, oui. qui ont peut-être un peu trop enfoncé ce clou. Parce qu'en réalité, à bien regarder l'historiographie des empereurs romains, c'est pas tellement sur ce point qu'insistent les historiens anciens. En regardant bien, il n'aurait pas abusé, Caligula, finalement, là-dessus. Il faut savoir il qu'à n'aurait Rome... pas abusé, il a été où il y a eu inceste ou pas. Peut-être, on n'est pas certain. Ce qui est vrai, c'est qu'il a mis ses sœurs en avant politiquement, enfin sur le plan de la représentation. Probablement, il a divinisé Drusilla, justement, qui est morte à sa mort. un an après son avènement, oui. Probablement, mais ça rentre probablement dans le cadre de la mutation politique qu'il voulait opérer à propos de la personne impériale. Alors justement, à ce sujet, au fond, il se comporte, y compris par l'inceste, un peu comme les anciens pharaons d'Égypte. Et on a entendu, effectivement, au début de cet extrait de film précédent,
parlait de lui-même comme d'un dieu. Alors, évidemment, on a mis ça également sur le compte de la folie. Vous dites, Pierre Renucci, pas du tout. Il y avait un objectif politique dans cette espèce de divination de son vivant de Caligula. Exactement. Il y avait en gros deux systèmes politiques dans l'Antiquité, dans l'Empire romain. Il y avait le système occidental et le système oriental. Dans le système occidental, les gouvernants, au sens très large du terme, n'étaient pas des dieux, c'était des hommes, rien de plus. D'ailleurs, le mot de magistrat en latin, ça vient de magis, qui en latin veut dire plus. Donc le magistrat, c'est simplement celui qui est un peu plus que son concitoyen, et encore seulement pour le moment de son mandat, pas davantage. Et l'empereur lui-même n'était pas autre chose en théorie. Et puis, il y a le système oriental, qui donnait aux gouvernants, quel que soit le titre qu'il ait porté, donnait un coefficient de transcendance beaucoup plus élevé. Ça allait de l'homme providentiel voulu par les dieux, jusqu'aux dieux, à proprement parler, comme les pharaons d'Égypte ou comme les rois d'Égypte, comme Cléopâtre, la dernière d'entre elles d'ailleurs, qui était une grecque d'ailleurs, et qui était assimilée à Isis, à Aphrodite, etc., qui était l'hypostase du Dieu sur terre, c'est-à-dire, ça veut dire placé dessous, c'est-à-dire une émanation, un démembrement de la divinité sur terre. Et c'est manifestement ce vers quoi voulait tendre Caligula. Il voulait que l'empereur soit plus qu'un magistrat romain de type occidental. Oui. Voilà, il voulait qu'il soit considéré comme un dieu à la mode orientale, parce que c'était dans l'air du temps. Un dieu roi en quelque sorte, comme d'ailleurs avait été tenté de le faire Jules César, Antoine, Pompée. Au fond, c'était une espèce de véritable monarchie héréditaire que voulait mettre en place Caligula, ce qui bien entendu dressait contre lui les sénateurs, qui ne voulaient pas voir leur pouvoir diminuer, d'ailleurs au point que Caligula les humiliait constamment. Il a voulu faire de son cheval, un citatus, un consul, c'est-à-dire qu'il méprisait même la plus haute charge des politiques à Rome. Alors évidemment, tout cela ne faisait pas le bonheur des sénateurs qui ont multiplié contre lui les complots comme celui dont Caligula allait mourir en 41. Est-il vrai qu'il y ait une conspiration contre moi, Longinius? Eh bien, César, il semble qu'il y ait un complot secret. Un complot est toujours secret. S'il ne l'est pas, il devient un plan. C'est logique, non? N'est-ce pas, Claude? Même un demi-crétin, c'est ça. Et tu es un demi-crétin. Je suis aussi un demi-César. Les choses sont allées trop loin. Il a raillé les dieux, balayé le gouvernement, insulté les meilleures familles de Rome. Oui, le Sénat a perdu tout pouvoir. Personne ne peut lui échapper. C'est un tyran. Mais que pouvons-nous faire? Je ne vois qu'une seule solution. Si Caligula devait disparaître, la chose est possible. Ainsi soit-il. Et c'était la mort de Caligula et la succession qui était prise par son oncle Claude le 24 janvier 41, tué donc par un complot de sénateurs. Il y en avait eu beaucoup à l'époque. C'est même un complot qui avait entraîné Caligula à faire une expédition en Germanie pour justement mettre la main sur un de ses comploteurs. Il y en avait énormément en fait des complots. Il les sentait venir. C'est peut-être aussi ça qui explique sa cruauté vis-à-vis de ceux qu'il soupçonnait de vouloir le tuer. Ah oui, alors des complots, il y en a eu beaucoup, mais si on lit les historiens anciens, il n'y en a eu aucun. C'est seulement en lisant les biographies, par exemple, d'autres empereurs, que l'on apprend que finalement, il y aurait eu un complot sous Caligula. Mais lorsqu'on parle de Caligula lui-même, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot parce qu'il est fou, il est mort comme un fou, il n'était qu'un fou et pas autre chose. Mais en réalité, on a comploté contre lui au moins 3 fois. Et la dernière fois, cela lui valut la mort, effectivement. Alors vous évoquez souvent, Pierre Renucci, y compris dans votre livre, mais aussi à cette antenne, vous dites toujours « selon les historiens ». Alors, Caligula, il faut le rappeler, quand il est mort, c'était pas la fin des problèmes ou des empereurs fous à Rome. Il y en a eu d'autres après lui. Il y a eu Néron, il y a eu Commode, il y a eu Domitien, il y en a eu des quantités d'autres. On a du mal d'ailleurs à comprendre comment est-ce qu'un empire aussi solide, aussi puissant que l'empire romain ait pu être gouverné comme ça par tant d'empereurs fous. Sinon, justement, par le fait qu'on a sans doute exagéré, quand je dis on, c'est les historiens, la gravité des crimes de Caligula. Oui, l'histoire de l'Empire romain, c'est l'histoire d'une lutte incessante entre l'empereur et le Sénat, c'est-à-dire entre le prince et puis l'aristocratie qui prétendait représenter toujours l'ancienne République. Et comme les écrivains de l'Antiquité étaient tous d'obédience sénatoriale, il est évident qu'ils avaient tendance à classer les bons empereurs et les mauvais empereurs en fonction des relations que chacun
avec le Sénat. On était un bon empereur lorsqu'on avait de bonnes relations avec le Sénat. On était un mauvais empereur, à l'inverse, lorsque on tuait de temps à autre un sénateur parce qu'on entrait en conflit avec le Sénat. Les historiens d'Antiquité ne sont pas donc tous, enfin les historiens anciens, je veux dire, ne sont pas forcément tous de très bonne foi lorsqu'ils jugent les empereurs, même si tout ce qu'ils racontent n'est pas forcément faux non plus. Hein, il ne faut pas tout jeter. Mais il y a un message politique donné par les historiens anciens qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit et toujours se dire oui, peut-être. Parce que, bon, quand vous parlez de ces historiens, d'abord, il y en a relativement peu qui ont écrit, le principal étant Suétone, qui a écrit beaucoup plus tard, bien après la mort de Caligula, qui a écrit sous l'empereur Adrien. Ces empereurs-là, d'ailleurs, c'est assez curieux, ce sont des bons empereurs, entre guillemets. Je pense aussi plus tard à Marc Aurèle. On en parle beaucoup moins, finalement, que de Caligula. Mais ce qu'il y a de curieux aussi, c'est que tous les historiens, à la suite de cela, ont continué à entretenir la légende du monstre Caligula, Pierre Renucci. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les historiens anciens ne voyaient pas l'histoire comme nous la voyons nous. Nous, on se prend un petit peu, je n'aime pas ce terme, mais comme pour des scientifiques. Je n'aime pas du tout ce mot, mais enfin, on veut une histoire scientifique, rigoureuse. Les anciens, pas du tout. Ils considéraient l'histoire comme une tragédie et eux-mêmes se considéraient comme des tragédiens, hein, comme des auteurs de pièces tragiques. Et aussi comme des gens qui avaient une mission édificatrice. Ils étaient là pour enseigner ce que devait être le bon gouvernement. Ils étaient là pour édifier ceux qui gouvernaient. Ils lançaient des messages à ceux qui étaient là ou ceux qui allaient prendre le pouvoir. Donc ils avaient tendance à faire, je dirais, une sorte je dirais pas de propagande, mais ils avaient une tendance à donner à l'histoire un sens qui était propre à leurs idées politiques, qui allait dans le sens de leurs idées politiques. Et en forçant le trait dans certains cas, car il ne faut pas l'oublier, vous le dites d'ailleurs, Pierre Renucci, Caligula, c'était quand même pas Pol Pot. S'il a une dizaine de meurtres à son actif, c'était ni Pol Pot, ni Hitler, ni Staline. En tout cas, pour en savoir plus sur cet empereur, je recommande la lecture de votre livre, Caligula l'impudent, qui a été publié aux éditions In-Folio. Vous avez pu entendre des extraits du film Caligula de Tinto Brass avec Malcolm McDowell dans le rôle titre et disponible en DVD aux éditions Métrodome, un film d'ailleurs tellement réaliste, je le signale, qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, tous sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Alain Gadan et Arnaud Caillé, documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.